Alors, la même histoire, mais à chaque fois avec des perspectives ou des points de vue C'est le cas de le décalés. dire dans le cas des jardins. Exactement. Et pas si loin des jardins pour la question de la mise en scène, une exposition au Palais Tokyo en 2017 que j'ai vue, qui m'a beaucoup marqué, où au tout début, je vous l'avoue, je ne savais pas bien où j'étais et où en avançant au fil du temps, je me suis habitué à cette idée de la relation à la mise en scène, avec des œuvres à la fin qui étaient, je dis à la fin dans le parcours, hein, résolument contemporaines, qu'on pouvait décider d'appeler diorama ou pas finalement, qu'on avait vu dans d'autres expositions et qu'on n'aurait pas forcément baptisé diorama. Je pense à cette œuvre d'un artiste français contemporain avec un axolote, cet animal qui fait penser à la préhistoire. Là, j'ai vraiment une impression que c'est vraiment une expo sur la mise en scène dans l'art. Bah, je crois que oui, c'est une exposition malheureusement qui a été programmée pendant l'été au Palais de Tokyo. Et bon, on le sait, à Paris, il y a un petit peu moins de monde pendant l'été. Mais je crois que les personnes qui l'ont vue sont revenues me dire « Ah bah Laurent, finalement, c'était peut-être ton expo la plus personnelle, quoi. » C'était celle où je ne me mettais pas en scène, mais presque. Et au fond, c'était ça. Vous l'avez merveilleusement saisi. Même si je n'ai pas mis un grand texte au début, mais c'était un peu de renverser la perspective et dire qu'au fond, on était acteur de l'exposition, que le diorama, c'est une mise à la distance, mais qu'au final, on était comme dans un immense diorama. Voilà. Et à la fin, on finissait, je mettais le personnage de Dwayne Hanson, qui sont ces sculptures à échelle 1 qui représentent des figures humaines. On le voyait en train de peindre le mur d'exposition et beaucoup de gens m'ont dit « Ah bah tiens, c'est étrange, il y a quelqu'un qui est en train de peindre l'exposition. » Et je leur disais « Mais approchez-vous, vous allez voir. » Et puis voilà, hop, on s'apercevait qu'au fond, c'était faux. Un grand simulacre. C'était peut-être aussi un peu une critique très modeste de notre société du spectacle, mais voilà, mais c'est au fond une exposition de renversement. D'ailleurs, à vous écouter, on comprend que vous soyez penché sur la question du cabinet de curiosité. Je pense là à une exposition de commandes, j'imagine. Oui, plus de commandes, et évidemment, mais très lié au diorama aussi. Ouais. Et puis le cabinet de curiosité, pour nous qui travaillons dans les musées, c'est un petit peu notre matrice. C'est clair. Voilà. C'est clair. Alors, je voudrais qu'on termine avec des questions sur le centre. Le centre aujourd'hui, le centre demain. Hein, on se pose évidemment plein de questions. J'imagine que, là, je sais que votre temps est compté, que actuellement, sa fermeture de 2025 à 2030 doit vous occuper pas mal. Alors, m'occuper, oui, enfin surtout occuper l'ensemble des équipes. Oui. Hein. On est environ 2000 à travailler ici avec 3 institutions. Mais effectivement, c'est un moment d'inquiétude, c'est un moment de questionnement, c'est un moment d'interrogation. Et il faut aujourd'hui fondamentalement réfléchir à ce que sera notre projet. Et donc, évidemment, c'est génial de pouvoir avoir la chance. Alors, c'est un peu triste, c'est un peu mélancolique, mais c'est beau de pouvoir travailler sur cette page blanche que nous ont laissé Piano et Rogers. Voilà, donc on part d'un principe qui a été acté par mon prédécesseur de schéma directeur technique, ce qui sous-entend qu'en fait, on va désamianter l'ensemble du bâtiment, qu'on va changer les façades qui sont une passoire thermique. On le sent d'ailleurs là où nous nous trouvons, il y a un petit courant d'air. On va travailler sur la rénovation des systèmes de sécurité. Mais on s'est dit, ça c'est sympathique, mais essayons d'aller plus loin. Essayons d'amener un projet culturel. Et donc c'est là la partie aujourd'hui où on est dans le dur, où on essaye d'avoir un deuxième projet architectural qui va travailler sur la refonte de tout cela. D'ailleurs, je repense à cette phrase je crois, de Renzo Piano, en parlant de Pompidou et en disant c'est une intégration par le contraste, qui finalement définit assez bien ce que votre parcours curatorial quand on le relit comme ça. Oui, enfin en tout cas, oui, je préfère le contraste à l'uniformité, ça c'est sûr. Alors j'imagine que ça va être aussi un moment propice au prêt, peut-être encore plus que d'ordinaire. Alors on est le plus grand prêteur du monde, enfin en tout cas on a essayé de le vérifier, je crois qu'on n'a pas trouvé… plus que le MoMA, le Met Oui, on prête environ 6 à 10 000 œuvres par an, ce qui est colossal, un peu trop peut-être. Donc on a dit aux équipes là qu'il fallait modérer les énergies, mais évidemment, comme vous le dites, pendant la fermeture, la diffusion de la collection est au cœur du projet. Donc bien sûr dans le Grand Paris, avec notre projet de Massy, le Centre Pompidou francilien, la Fabrique de l'Art, Musée national Picasso Paris, puisque c'est le titre de l'institution, un peu long, il va falloir lui trouver peut-être un petit surnom, mais aussi en partenariat avec le Louvre, on vient d'avancer grandement avec un partenariat avec le Grand Palais, et puis surtout la diffusion dans les territoires, comme on dit aujourd'hui, en région, et bien sûr à l'international, dans nos centres Pompidou et dans d'autres lieux qui seraient intéressés. Alors c'est
C'est une question, je pense, c'est un peu une colle, on va finir avec une colle. Ça pose la question du Pompidou demain, ça pose la question du musée aujourd'hui, ça pose la question, j'ai envie de dire, un petit peu du musée au XXIe siècle. Aujourd'hui, on a parlé de strates du passé, on est même remonté jusqu'aux grottes Chauvet, quand vous posez la question du devenir de ce musée et des musées de manière générale, à l'ère des médias sociaux, à l'ère de l'écologie, qu'est-ce qui vous vient d'abord à l'esprit? Bah, il me vient d'abord une formidable chance pour se réinventer. Il y a tellement de musées qui restent figés, Mmh. il y a tellement de musées, je le vois aujourd'hui en circulant un petit peu, où mes collègues, leur question, c'est quoi le matin? C'est pas de réinventer le musée, c'est de l'ouvrir. Mmh. Ils n'ont pas les moyens financiers, ils n'ont pas les moyens humains. Donc, je crois que tous les jours, j'essaye de rappeler à l'équipe la chance qu'on a de pouvoir avoir cette interview cet après-midi. Dans beaucoup de pays du monde, la réalité est un peu différente, Mmh. sans même parler des endroits les plus difficiles où en ce moment, des gens se battent pour la liberté et des artistes aussi, comme l'Ukraine. Donc, vraiment, fondamentalement, être dans une maison ouverte où tout est possible est vraiment génial. Mais le danger, un peu comme le musée monographique tout à l'heure, ça serait de figer tout ça. Ça serait de capitaliser sur ce qui marche bien. Et donc, c'est là où on veut se réinventer, notamment en créant une grande agora, en réutilisant notre parking qui était dédié aux bus, mais les bus ne peuvent plus rentrer, et on voudrait dédier cet ensemble à la création contemporaine, car comme je vous le disais tout à l'heure, notre grand danger, c'était de se patrimonialiser, et donc de s'institutionnaliser, d'enchaîner les monographies. Et donc, je crois que là, on a un vrai enjeu, mais ce n'est pas parce qu'on aura une agora qu'on pourra se renouveler. Ce qu'il faut, c'est insuffler à l'agora un esprit contemporain. Et là, j'ai confiance en l'équipe parce qu'elle est magique, et je crois qu'on va vous surprendre en 2030. Eh ben, j'y serai, je vous le promets. Et la dernière question, je vous avais dit on a cette habitude de la petite question secrète mais bienveillante. Pour terminer, en ayant regardé un petit peu dans le rétroviseur et en pensant aussi au futur, à ce futur, si aujourd'hui vous aviez une idée, un message, un avis, peut-être même un conseil, ou peut-être aux jeunes étudiants, étudiantes de l'école du Louvre, à celles et ceux qui pensent au patrimoine et peut-être même à faire ce concours de conservatrices, de conservateurs, ou peut-être aussi aux gens qui se préparent à diriger un lieu, ou à ces commissaires. Et vous faisiez bien tout à l'heure la différence entre le dedans, le dehors, on pourrait dire, par rapport à l'institution, ou disons invité ou résident. Qu'est-ce que, peut-être même le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne, vous, quand vous étiez par exemple, on ne va pas dire à Sciences Po, mais à l'école du Louvre, où déjà vous destiniez à ce monde, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cet instant présent, peut-être comme conseil, pourquoi pas? J'ai eu la chance, on en parlait au début de la conversation, dès le début de ma vie, de pouvoir enseigner. Mais j'ai pu, professionnel, et ma vie professionnelle, et j'ai pu sentir en 30 ans le bouleversement pédagogique. Aujourd'hui, quand j'ai la chance encore de pouvoir un peu enseigner, au fond, je le dis peut-être de manière un tout petit peu flagorneuse, mais je le pense sincèrement, on a autant à apprendre de vous. On n'est plus dans une logique de pédagogie verticale, le grand cours en amphithéâtre, tout ça commence un petit peu à disparaître. Et donc je leur dis toujours, n'écoutez pas mes conseils, j'en ai pas de toute façon. Mais ce que je crois en revanche, fondamentalement, c'est que dans nos métiers, il ne faut pas aller par quatre chemins. Il faut vivre sa passion jusqu'au bout, et on ne fait pas ces métiers, en tout cas, dont on a parlé un peu cet après-midi pour des raisons financières ou autres. Je crois que c'est vraiment parce qu'on pense que la culture peut parfois changer le monde. Et donc, simplement, je crois qu'il faut toujours aller au bout de ses rêves. C'est vraiment pathétique, de consternation, j'imagine, comme conseil, mais je crois que je n'ai pas trouvé mieux depuis 30 ans, et c'est encore ça qui me fait marcher le matin. Eh bien, Laurent Lebon, un grand merci à vous. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci.